Allez, à 8h32 sur Sud Radio, c'est la suite des présidentielles avec notre troisième invité ce matin, Carole Delga, présidente socialiste de la région Occitanie et porte-parole d'Anne Hidalgo. Bonjour Carole Delga. Bonjour. Votre dernière ligne droite dans la campagne, les divisions à gauche, la rivalité avec Mélenchon, la position face à Emmanuel Macron, le GIEC, on l'a entendu dans le flash à l'instant, et beaucoup d'autres questions que nous allons aborder. Déjà, J-5 avant ce premier tour, Anne Hidalgo est toujours quand même plus bas dans les sondages, même si, comme le disait tout à l'heure Nicolas Dupont-Aignan, il conteste ces sondages. Elle garde espoir de les faire mentir. Qu'est-ce qui pourrait permettre un sursaut dans cette dernière ligne droite ? Nous pouvons espérer un sursaut parce que les Françaises et les Français peuvent réellement s'intéresser à ce moment-là, dans les derniers jours, à la campagne. Et Anne Hidalgo, elle porte le projet de gauche qui est réaliste. Et nous, ce que nous voulons, c'est faire gagner les idées de gauche, de cette gauche républicaine qui sait concilier économie et écologie, qui fait de l'éducation sa priorité absolue. Je rappelle, Anne Hidalgo a annoncé qu'il y aurait la suppression des frais d'inscription dans les universités, la gratuité des transports pour les moins de 26 ans, l'augmentation des APL de 10% et des bourses. Donc c'est cette gauche républicaine que nous incarnons, où nous devons toujours rappeler qu'en France, la loi est au-dessus de la foi. Alors vous dites gauche réelle, hein, c'est ça, gauche réaliste, républicaine. Et républicaine, face à une gauche qui n'est pas républicaine, qui n'est pas réaliste, c'est ça, celle de Jean-Luc Mélenchon ? Tout le monde sait très bien que Jean-Luc Mélenchon a des faiblesses avec le communautarisme. Et nous, avec Anne Hidalgo, nous voulons une France qui est très forte sur la lutte contre les communautarismes, une France qui affirme la laïcité, qui également rappelle que la loi est toujours au-dessus de la foi. C'est cette France-là que nous voulons pour permettre à chacun et à chacune de pouvoir trouver sa place. Oui, mais alors le candidat de la France Insoumise, lui, il prône un vote efficace, un vote utile, dit-il. Qu'est-ce que vous lui répondez justement à ça ? Je réponds à M. Mélenchon que l'utilité, c'est un projet qui est bon pour les Françaises et les Français. Le projet de Jean-Luc Mélenchon, il est dangereux. Il est dangereux parce que il a quand même là aussi de grandes faiblesses avec les dictateurs, que ce soit Vladimir Poutine, également Maduro au Venezuela. Et puis également, il a un grand danger parce qu'il stigmatise complètement les patrons. Et moi, vous allez m'expliquer... Il a dit tout à l'heure qu'il était ami avec certains patrons. Non, mais écoutez... mais Jean-Luc Mélenchon là, est en train de changer de tout au tout. Oui. À un moment, il faut avoir quand même un peu de cohérence. Non, il faut être clair qu'avec Jean-Luc Mélenchon, c'est une guerre ouverte avec le monde de l'entreprise. Et quand vous voulez une répartition des richesses plus juste, comme nous le voulons avec Anne Hidalgo, il faut avoir une création de richesses. Et c'est-à-dire la capacité de travailler avec des entreprises. Je le rappelle, Anne Hidalgo, elle propose des grands chantiers sur la souveraineté, c'est-à-dire maîtriser son destin en matière industrielle, en matière sanitaire, en matière énergétique et en matière alimentaire. Oui. Comment vous expliquez, alors que ces discours assez radicaux dans cette campagne, alors c'est pas tout à fait nouveau, ça fait quelques années quand même, mais prennent racine beaucoup dans notre campagne et puis en France ? Sur le quinquennat qui est en train de s'achever, Emmanuel Macron a une large part de responsabilité parce qu'il a voulu toujours créer le match entre l'extrême droite et lui. Et c'est la première raison pour laquelle, par exemple, je ne suis pas macroniste. Parce que ça, c'est très dangereux que de dire au sein de la République, il n'y a qu'une proposition et qui s'oppose à l'extrême droite. Et là, on en arrive, en effet, à un duel qui peut s'annoncer dimanche soir, qui, de nouveau, est l'extrême droite contre Emmanuel Macron. Oui. Bien entendu. Il y en a même certains qui vont jusqu'à dire qu'il pourrait y avoir Le Pen-Mélenchon, quoi. Bon, hypothèse assez improbable, mais bon, sait-on jamais. Non, mais c'est complètement improbable. Oui. Mais dans le cadre d'un duel Macron-Le Pen, à ce moment-là, nous appellerons à voter pour la République, pour Emmanuel Macron, mais ça ne sera pas un chèque en blanc. Oui, alors c'est pour ça que certains se disent, finalement, à quoi ça va servir d'aller voter là aujourd'hui Anne Hidalgo, si ensuite il va y avoir union avec Emmanuel Macron, d'une manière... Non, mais ce n'est pas union, justement, parce que là, ce que j'ai indiqué, c'est le vote pour la République et donc pour Emmanuel Macron, mais ce n'est pas un chèque en blanc. C'est-à-dire, après, il est nécessaire d'avoir une opposition constructive. C'est ce que nous incarnerons. Parce que
après les présidentielles, il y a les législatives. Oui. Et là, il faut mener, là aussi, campagne pour qu'il y ait des députés qui soient contre la retraite à 65 ans, qui prennent en compte la pénibilité des métiers. Parce que M. Macron, quand il décrète la retraite à 65 ans, mais il sait ce que c'est que le travail sur des chantiers pour les ouvriers du bâtiment, des travaux publics. Il sait ce que c'est que le métier des aides-soignantes. Ceux qui démarrent plus tôt, ils pourraient partir plus tôt quand même, hein, en fait. Non, mais attendez, là quand même, c'est le grand flou. C'est le grand flou. Donc, nous, ce que nous défendons, c'est une retraite à 62 ans. Et comme l'a fait François Hollande, le dispositif des carrières longues, c'est-à-dire quand vous partez plus tôt, quand vous commencez plus tôt. La pénibilité des métiers, elle est indispensable à prendre en compte. Moi, je ne peux pas accepter qu'il y ait des infirmiers, des infirmières, des aides-soignantes qui soient cassés complètement avant 60 ans et qu'on ne respecte pas cela. La retraite à 65 ans, c'est la retraite de la punition. C'est travailler plus pour s'user plus. Bon, mais a priori, la pénibilité serait prise en compte quand même dans ce qui est annoncé, quoi. Mais vous vous rendez compte le recul quand même. On est à 62 ans et on trouve presque logique de repousser de 3 ans de plus. Parce que dans beaucoup de pays, je ne défends pas forcément l'idée, mais dans beaucoup de pays, ça se fait. On est à 67 ans, 60. Est-ce que dans beaucoup de pays, l'école elle est gratuite comme en France ? Et c'est fondamental de développer cette gratuité de l'école pour l'ensemble. Vous parlez des universités. Non, mais je parle des universités. Mais la France, elle a des spécificités. La France, elle a toujours eu 2 piliers. Le pilier, bien sûr, de l'éducation, le pilier de la santé, et également un travail qui soit rémunérateur, mais qui soit aussi émancipateur. Et avec la retraite à 65 ans, c'est travailler plus pour s'user plus. C'est cela la réalité. Il faut savoir le dire. Oui, Carole Delga, vous avez évoqué l'après, mais est-ce que vous n'avez pas l'impression qu'Emmanuel Macron est en train de démolir déjà le PS avec beaucoup de ralliements pendant cette campagne ? Non, franchement, au niveau des socialistes, il n'y a pas beaucoup de ralliements. Les traîtres, ils ont déjà vraiment fleuri, c'était en 2017. Non, mais écoutez, tout cela, il faut à un moment être conscient qu'il y a des opportunistes, et si vous préférez ça renforce l'abstention. Parce que quand on est en responsabilité, que ce soit en politique ou dans d'autres domaines, on doit toujours donner l'exemple. Quand on est en responsabilité, on doit avoir de la droiture, de l'éthique. Et quand les Françaises et les Français, ils voient ce bal des trahisons, eh bien, ils sont dégoûtés de la politique et ils ne vont pas voter. Donc moi, j'appelle à de la cohérence, à la constance, à dire les choses clairement, et c'est comme ça qu'on ramènera les Françaises et les Français dans les bureaux de vote. D'un mot justement sur l'après, il faudra changer de nom. Le Parti socialiste n'existera plus. Non mais attendez, on va faire les choses les unes après les autres. Oui, mais parce que vous l'avez évoqué. On fait campagne pour Anne Hidalgo jusqu'à dimanche et on ne lâche rien. 2, si le choix c'est entre l'extrême droite et Emmanuel Macron, on appelle à voter pour la République, pour Emmanuel Macron, et on met bien sûr des digues et on sera une opposition constructive, pas de chèque en blanc à Emmanuel Macron. 3, les législatives. On a besoin d'avoir des députés qui soient présents pour défendre les demandeurs d'emploi, qui ne soient pas stigmatisés comme des profiteurs, pour les bénéficiaires du RSA, pour la retraite, pour qu'il n'y ait pas de frais d'inscription dans les universités qui augmentent de façon très importante comme c'est prévu. Et après les législatives, il sera temps de mener les états généraux de la gauche républicaine, comme je l'appelle de mes voeux. Oui, voilà, c'est ça. Pour revenir quand même à dimanche, vous craignez une forte abstention. C'est ce qui est indiqué en fait dans les... Et vous avez dit tout à l'heure, c'est parce que les gens ne supportent plus en fait ces trahisons. Comment vous pourriez vraiment les mobiliser ? Alors, je leur dirais que voter, c'est agir. S'abstenir, c'est subir. Donc il faut qu'à travers le bulletin de vote, ils agissent sur leur destin. On ne peut pas avoir de la fatalité. Et la politique, ça change la vie. Quand Anne Hidalgo, elle indique par exemple que pour l'achat de voitures électriques, il y aura un leasing social pour les plus modestes. Quand en Occitanie, on fait la gratuité des ordinateurs, des manuels scolaires, du transport scolaire, que la rentrée scolaire, c'est la moins chère de France, c'est en Occitanie, ça change la vie des gens. Et c'est ce qu'il faut rappeler. S'abstenir, c'est subir. Voter, c'est agir. Et puisque vous avez évoqué l'environnement en fait à l'instant, hier il y a eu le rapport en fait du GIEC qui sonne l'alarme de nouveau aussi avec les émissions de gaz à effet de serre. Est-ce que vous avez le sentiment que finalement on est passé à côté de ce débat pendant cette présidentielle sur le souci écologique ? Nous sommes complètement
passer à côté de ce débat fondamental qui est la nécessaire réaction, mais réaction urgente, sur la transition écologique et énergétique. On n'a pas assez parlé des transports collectifs. Anne Hidalgo, elle défend pour les moins de 26 ans la gratuité. En Occitanie, les moins de 26 ans, ils ont la gratuité du train. Il faut développer les transports collectifs. Il faut agir aussi sur le bâtiment. C'est pourquoi nous proposons, nous, la gauche républicaine, de faire en sorte que l'éco-construction soit développée. Et puis aussi, il faut développer l'agroécologie, les circuits courts, pour qu'on ait une alimentation de qualité. Oui, sur l'écologie, sur l'environnement, est-ce que Anne Hidalgo, elle n'a pas été maladroite dans sa façon de faire à Paris, et ce qui lui a coûté en fait aujourd'hui au niveau national, en tout cas dans les intentions de vote pour l'instant aujourd'hui? Anne Hidalgo, en matière environnementale, elle a été courageuse. Oui. Elle a été courageuse parce qu'elle a su porter ce projet de la pollution automobile bien avant les autres. Et elle démontre qu'elle connaît bien la France parce que justement, il n'y a pas de dogmatisme de la part d'Anne Hidalgo. Quand elle dit « je sais », que dans des territoires français, il n'y a pas de transport collectif et que la voiture est nécessaire. Et c'est pourquoi j'aiderai les Françaises et les Français qui sont avec des revenus modestes à acheter un véhicule électrique. Donc nous avons un grand pragmatisme. Nous ne sommes pas l'écologie de la punition. Nous sommes l'écologie de l'accompagnement. L'écologie de l'accompagnement, c'est le programme d'Anne Hidalgo. Pour la rénovation énergétique aussi, la réalisation de logements sociaux. On ne peut pas non plus passer sous silence la question du logement social, qui n'a jamais connu une telle baisse depuis des années qu'avec ce quinquennat. Oui. Emmanuel Macron ne participera pas à l'émission politique de France 2 ce soir, où il y aura Anne Hidalgo. Ça, vous regrettez qu'il n'y ait pas eu de débat, de confrontation directe avec le chef de l'État, ou alors c'était impossible à 12 candidats? Non, mais je suis vraiment très déçu que même dans la dernière semaine, Emmanuel Macron ne vienne pas témoigner ce minimum de respect que de débattre. Voilà, je suis très déçu. Vous avez l'impression qu'il fuit le débat? Je trouve que ce n'est pas respectueux des Françaises et des Français. Il peut quand même faire le débat dans la dernière ligne droite, quand même. C'est la moindre des choses. Il le fera après le premier tour, s'il est qualifié pour le second tour, quoi. Vous savez, ce que reprochent les Françaises et les Français à Emmanuel Macron, c'est son mépris. Et là, à travers cette attitude, il renforce ce sentiment qu'ont les Françaises et les Français sur ce côté hautain, méprisant. Il faut quand même que dans la dernière semaine, il respecte le débat démocratique. Il peut être quand même dans un débat. Ce n'est pas enlever de la force à la présidence de la République qu'il doit assumer dans des circonstances particulières. La guerre en Ukraine, bien entendu, une crise sanitaire encore présente. Mais quand même, il est nécessaire de se mettre à la portée des gens et d'aller dans les débats. Oui. C'est le mépris qui a fait que Carole Delga, vous-même, vous n'êtes pas allé vers Emmanuel Macron? Parce que vous auriez très bien pu, comme beaucoup d'autres socialistes qu'on a évoqué tout à l'heure, aller vers Emmanuel Macron. Je ne suis pas allé vers En Marche. Je ne suis pas macroniste pour plusieurs raisons. Oui. Tout d'abord, je pense que c'est très dangereux de dire qu'il y a une seule idéologie et l'extrême droite. Au sein de la République, il est bon d'avoir le clivage droite-gauche. Il y a des différences parce qu'au sein de la République, les Françaises et les Français, ils ont le choix entre la gauche et la droite. Ensuite, je ne suis pas macroniste parce que je n'ai pas la même vision de la France. Parce que moi, je ne crois pas à la théorie du ruissellement. Moi, je ne crois pas que la France doit être juste la start-up nation. Moi, je pense qu'on doit avoir des crédits forts pour l'innovation et la recherche, mais je pense aussi qu'il faut avoir une souveraineté industrielle. Il faut également avoir de l'attention pour les artisans, pour les commerçants. Et je ne crois pas à la théorie de ruissellement. Il est de gauche, moi, Emmanuel Macron, d'ailleurs, mais bien sûr que non, Emmanuel Macron il n'est pas de gauche. Non, il n'est pas de gauche. Il vient des rangs de la gauche, quand même. Je poserai la question à Christophe Castaner, qui est un ancien de la gauche, qui sera invité après-demain. Il a fait un détour par la gauche, mais moi j'ai été ministre avec lui, je peux en parler. Et moi j'ai bien vu qu'il n'était pas de gauche. Quand on a eu les débats sur le travail du dimanche, il y avait au sein du gouvernement une profonde fracture entre lui qui défendait un travail très libéralisé le dimanche et moi et d'autres ministres qui étaient en contre. Et d'ailleurs, au final, François Hollande n'a pas arbitré en faveur des mesures proposées par Emmanuel Macron. Oui. Il y a dans l'actualité aussi ce matin l'affaire Jérémy Cohen, ce jeune qui a été percuté en fait au mois de février, qui est mort. Il y a eu une enquête qui a été ouverte un peu tardivement, visiblement. Quelle est votre réaction sur cette affaire? Est-ce qu'il y a un risque de récupération politique d'une manière ou d'une autre? Tout d'abord, je pense que nous ne devons pas
avoir de récupération politique parce qu'il faut penser au chagrin des familles. Pour autant, il est absolument nécessaire que cette enquête puisse se mener de façon rapide et en sérénité, parce que nous voyons les actes antisémites qui progressent de façon très dangereuse. Et moi, je suis très attachée à ce que chaque Française et chaque Français, quelle que soit leur religion, qu'ils croient ou qu'ils ne croient pas, qu'ils se sentent en sécurité. Vous savez, dans ma région, nous avons commémoré les attentats de Toulouse et de Montauban, parce que cela fait 10 ans. Et moi, je suis profondément mobilisée contre l'antisémitisme, contre les discriminations et contre le racisme. Et ce qui est assez incroyable dans cette histoire, c'est qu'il a fallu que ce soit la famille qui se batte, qui fasse appel à un candidat pour que l'affaire sorte quand même. Écoutez, ces modalités, je ne vais pas les commenter parce que on doit être on doit être respectueux et de la peine des familles et également du procédé des procédés de la justice. Mais moi, je tiens à dire que l'antisémitisme, il doit toujours être dénoncé et que on ne peut pas avoir la moindre complaisance vis-à- vie des idées d'extrême droite qui, je le rappelle, sont à l'origine des pires horreurs qui se sont produites durant la Seconde Guerre mondiale. Laissez-moi finir parce que l'extrême droite, c'est important. L'extrême droite, c'est ce qui est à l'origine des régimes fascistes et nazis. Ces régimes-là, ils ont gazé des personnes parce qu'elles étaient juives, parce qu'ils étaient homosexuels, parce qu'ils étaient tziganes. Et on ne peut pas aujourd'hui avoir la moindre faiblesse. Donc on ne va pas se raconter d'histoire quand on veut avoir une république où chacun a sa place, où on est libre de croire ou de ne pas croire. On doit être contre l'extrême droite. Mais Carole Delga, il n'y a pas que l'extrême droite en fait aussi. Vous avez parlé des affaires Mera. Il y a un antisémitisme aussi dans certains quartiers de banlieue qui existe. Non, et qu'est-ce que vous répondez à ça? Je réponds qu'on doit avoir tout d'abord une considération pour toutes les Françaises et tous les Français. Tout d'abord, privilégier l'éducation. Parce qu'on voit bien, ce matin, j'entendais un enseignement... des choses aussi, non mais bien sûr, les dénoncer. Vous croyez que quand je projette sur les hôtels de région les caricatures de Charlie Hebdo et que donc après j'ai une protection policière, je ne défends pas la liberté d'expression, je ne défends pas la laïcité, je ne rappelle pas que en France la foi doit respecter la loi, que nous respectons toutes les religions, mais que nous avons aussi la liberté de croire ou de ne pas croire. Moi, le combat contre l'antisémitisme, contre les discriminations, je l'ai toujours mené avec courage et avec fermeté. Et nous devons continuer à rappeler cela pour l'élection présidentielle. Merci Carole Delga. Dernier mot, vous serez la future patronne du PS alors, ou avec un autre nom? Non. Écoutez, je pense qu'en premier, nous devons être au travail. Au travail. Mais après, la gauche républicaine, nous devons être au travail. Tous ensemble, nous ne devons pas penser aux divisions et nous ne devons pas penser aux querelles et aux petites rancunes. Au travail, la gauche républicaine. C'est mon appel. Et vous ne m'avez pas dit non, donc ça veut dire que pourquoi pas, ça peut vous intéresser. Merci. Au travail. Carole Delga, porte-parole d'Anne Hidalgo et présidente PS de la région Occitanie, qui était l'invitée de Sud Radio.